Bienvenue pour cette conférence donc, qui suit la conférence au bien-être animal annuelle de la coopération agricole. Donc cette conférence, c'est une conférence qu'on fait tous les... Alors historiquement, ça a été fait tous les 2-3 ans par la filière luzerne déshydratée, donc dont le syndicat fait partie de la coopération agricole, la coopération agricole luzerne de France. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager alors, quelques actualités sur la filière, voilà, vous donner un petit peu où on en est sur nos enjeux, notre stratégie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient. Et puis surtout, le plus intéressant, je dirais, c'est vous présenter deux résultats récents, là, les résultats un petit peu phares récents de recherche zootechnique sur ce qu'on produit sur ce volet-là. Et donc, en l'occurrence, ce sera deux études. Donc, une première étude qui a été réalisée par... on commencera par une étude qui a été réalisée par Oniris et INRAE. C'est une étude qui a un principe un petit peu innovant. L'idée, c'est un petit peu comme en santé humaine, quand on va voir l'intérêt, par exemple, du café pour les maladies cardiovasculaires ou des choses comme ça. C'est une étude épidémiologique donc qui a été faite, sauf que c'est pas sur le café, c'est sur la luzerne déshydratée, enfin la luzerne en général d'ailleurs, qui a été faite en partenariat donc, entre Oniris, l'école vétérinaire de Nantes, l'unité BioEpar, donc, qui sera représentée par Maëva Kaya, que je remercie, qui est ici présente, donc, qui est ingénieure de recherche à BioEpar. Et puis, en partenariat avec Ellipse, donc, qui est l'organisme de conseil en élevage majoritaire de la région du Spaz, voilà, d'Ille-et-Vilaine, qui a fourni notamment la base de données qui a permis de réaliser cette étude épidémiologique sur la luzerne et donc la santé, les performances des vaches laitières. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Catherine Hurtaud, donc, qui est chercheuse à INRAE dans l'unité Pégase à Rennes et qui a travaillé avec nous sur une étude en 2023 sur l'intérêt de la luzerne pour l'aptitude fromagère des laits de chèvre, donc pour avoir des laits de chèvre en comparaison avec d'autres matières premières qui seraient plus fromageables, avec lesquelles on pourrait faire plus de fromage, avec un meilleur rendement fromager. Donc voilà le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Alors moi je vais commencer, je vais introduire par rapport aux actualités de la filière, peut-être présenter aussi la filière pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis ensuite, je passerai la main à nos trois intervenantes pour la restitution des études. Alors la filière luzerne déshydratée, c'est quoi? C'est 70 000 hectares de culture. Alors je vais afficher la carte de luzerne en France. Alors la France, c'est à peu près 450 000 hectares de luzerne au total. Donc avec une partie, les 70 000 hectares destinés à la déshydratation, à peu près un cinquième des surfaces, avec une déshydratation qui est faite un petit peu partout en France, mais avec une forte prévalence dans la région Grand Est, mais aussi ici, donc représentée par la coopérative DesiWest, basée avec deux sites à Domanier et à Changé, à côté de Laval. Donc c'est 10 coopératives, 24 usines, 830 000 tonnes de produits. La luzerne déshydratée, c'est quoi? C'est des granulés de luzerne, des balles de luzerne. Donc c'est des produits. C'est une façon de conserver la luzerne qui permet de conserver toutes ses qualités nutritives et d'apporter des produits stables et de très bonne qualité aux éleveurs pour l'alimentation de leurs animaux. Alors leurs animaux, justement, donc ça peut être des ruminants, évidemment, hein, c'est nos consommateurs principaux depuis de nombreuses années, les vaches laitières notamment, mais aussi les bovins viande, et puis évidemment les petits ruminants, les brebis, donc les ovins, les caprins, et puis aussi toute une autre diversité d'animaux avec des marchés moins importants, mais qui existent quand même, notamment les monogastriques, les chevaux, qui sont un marché important pour nous, et puis voilà, d'autres espèces. Alors nous, Luzerne de France, donc la coopération agricole, on représente l'ensemble de la filière luzerne déshydratée. Et la particularité qu'on a à la coopération agricole, c'est qu'on fait de la recherche et développement, ce que ne font pas forcément les autres sections, les autres syndicats de la coopération agricole. Puisque voilà, nous, on est une petite filière, donc on fait voilà, un peu nous-mêmes notre recherche et développement. On est un peu le petit institut technique de la filière. Alors, notre stratégie dans la filière, bon, on suit des feuilles de route stratégiques comme toutes les filières. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on avait un gros enjeu dans les années 2000, à partir des années 2005, c'est le carbone. Parce que nos outils, c'est des séchoirs, c'est des gros outils de séchage de la luzerne, donc qui est cette plante fourragère qui sera un peu réintroduite par les interlocuteurs suivants. Et donc, ces outils de séchage, ils ont besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie, alors soit c'est renouvelable, soit c'est fossile. Et nous, on a beaucoup tourné à une époque sur les énergies fossiles. Et donc, voilà, un de nos gros enjeux, c'était la décarbonation de cette filière et la réduction de sa consommation d'énergie. Et donc, c'est principalement de ça dont je vais vous parler
là dans mon introduction. Alors, donc historiquement, vous voyez sur ce graphique, là, on a en 2001, enfin plutôt en 2005, si on prend le pic, on avait vous voyez, là c'est la consommation d'énergie que vous voyez en ordonnée. Donc on avait une consommation d'énergie par rapport à notre... la courbe bleue, c'est la production en tonnes de la filière. Donc vous voyez qu'on est autour de entre 700 000 et 900 000 tonnes, disons, sur toute la période présentée. Et donc, on avait une consommation d'énergie qui était, bon, je ne vais pas rentrer dans les unités, mais qui était de l'ordre de 7000, donc en milliers, 7000, en milliers de gigajoules. Qu'est-ce qu'on a fait à partir des années 2005? On a entamé la décarbonation de notre filière. Alors, ça s'est passé avec deux principaux leviers. Le premier levier, ça a été de réduire la consommation d'énergie. Avant de changer de source d'énergie, disons, parce qu'on tournait avec des énergies fossiles, on a commencé par changer, donc, par réduire notre consommation d'énergie. C'est passé par le fait de rentrer de la luzerne dans les usines qui étaient plus sèches. Donc, plus on rentre d'une luzerne sèche, moins on a besoin d'énergie, plus on peut avoir une déshydratation efficiente sur le plan énergétique. Et donc, on est passé, vous voyez, de 2005 à, si on prend l'année la plus récente, 2022, quand on cumule les deux barres de l'année 2022, de l'histogramme, eh ben, on a une consommation d'énergie qui est nettement plus faible. On voit, on a divisé par 4, par 5 notre consommation d'énergie. Donc ça, c'était le premier levier. Puis le deuxième levier, c'est d'avoir substitué ce que vous voyez en gris, les barres grises, donc, qui étaient les énergies fossiles, par des énergies renouvelables. Et donc nous, dans notre cas, c'est principalement du bois, donc des plaquettes forestières qui sont utilisées pour déshydrater la luzerne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan, je dirais, qui nous intéresse, de la nutrition animale ici au SPACE? Eh ben, la déshydratation, historiquement, le carbone, c'était plutôt un poids mort, un poids négatif pour nos produits, puisqu'on avait des produits sur ce plan carbone qui étaient moins performants que un certain nombre d'autres produits, puisqu'on consommait beaucoup d'énergie fossile. Alors, qu'est-ce qui se produit avec notre décarbonation? C'est qu'on passe je dirais, d'un défaut ou d'un désavantage à un atout. Et on est aujourd'hui, c'est ce que je présente dans le petit tableau qui est là, on a une matière première qui est particulièrement bas carbone, avec un faible impact carbone. Quand on se compare, alors vous voyez, hein, on a un petit historique, la première ligne, en 2005, où est-ce qu'on en était? Quand on revient au kilo de protéines dans nos produits, en CO2 équivalent par kilo de protéines, on était à 6,4 en 2005. Aujourd'hui, en 2024, avec les dernières données qui ne sont pas tout à fait mises à jour dans la base, mais qui le seront très prochainement, dans EcoAlim, qui est la base de référence de ces analyses de cycle de vie, on est à 1,4 kg de CO2 équivalent par kilo de protéines, ce qui nous rend particulièrement compétitifs par rapport à d'autres matières premières, et notamment par rapport, je dirais, à la matière première la plus performante aussi sur ce plan-là, qui est le soja non déforestant, donc non déforestant, qui est, lui, à 2 kg de CO2 équivalent par kilo de protéines. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de se positionner comme une matière première qui vient, au contraire de ce qu'elle pouvait faire par le passé, et c'est une réalité aujourd'hui dans notre filière, qui vient décarboner l'aliment, qui vient décarboner la ration, en tout cas qui a cette capacité-là, en apportant des protéines, évidemment, françaises. Je n'ai pas parlé de l'autonomie protéique, mais j'aurais pu aussi. Donc voilà, maintenant, un des défis qu'on a sur ce volet-là, c'est de communiquer. Donc c'est d'où l'intérêt de vous présenter ça aujourd'hui, parce que ça, voilà, il faut toujours les messages, on sait, on les répète, mais il faut toujours les répéter. Donc il faut que le marché, il faut que les acteurs de l'alimentation animale intègrent cette transformation-là, et voilà, et qu'on puisse échanger sur cette base. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais revenir un petit peu sur nos axes de recherche en nutrition animale. Alors, il y a 3 axes aujourd'hui principaux pour la luzerne déshydratée, qui sont dont les présentations qui vont suivre sont de bons représentants. Premier axe, c'est la santé animale. Donc là, on va voir le travail qu'a fait Oniris avec la base de données Ellipse sur ce sujet. Donc, comment la luzerne peut améliorer la santé animale dans l'alimentation des animaux. Premier point. Alors, j'ai mis quelques exemples. Bon, c'est plus mon slide. Mais, donc, on travaille sur la santé équine. On a fait des gros travaux de recherche sur la santé gastrique équine. On sait que la luzerne, voilà, a un effet tampon. C'est très connu pour la vache laitière, avec l'effet tampon de la luzerne permet de limiter l'acidose dans les rations riches en amidon. On travaille aussi sur la santé digestive des porcs. On a un projet là qui a été reçu très récemment, donc qui va s'intéresser à ce sujet-là. Le bien-être, c'est aussi un de nos axes de recherche. Quand on parle de santé, on parle aussi de bien-être, hein. On l'a vu dans la conférence, ça a été très bien dit dans la conférence précédente.
Donc voilà, c'est travailler un petit peu ces questions de bien-être, alors chez les porcs, chez les équins. Et puis la qualité des produits, ce sera aussi donc un point évoqué dans les présentations qui vont suivre. Comment voilà, la luzerne, c'est une matière première dont la composition en acides gras est assez avantageuse et qui permet notamment de renforcer certains acides gras positifs dans les produits animaux. Donc c'est aussi un sujet qui nous intéresse et voilà, sur lequel on travaille dans la filière. Alors je ne vais pas parler davantage. Je vais simplement dire quelques mots d'introduction pour la première étude qui va être présentée donc par Maud et Maëva. Toc. Donc voilà, cette étude, c'est un vrai succès, c'est un partenariat qui est assez, en tout cas, je trouve que c'est vraiment super qu'on ait réussi à faire ça. C'est donc un partenariat entre un acteur local, Ellipse, qui est l'acteur majoritaire de conseil en élevage, le principal acteur voilà, là, local, qui met à disposition sa base de données. Donc c'est une énorme base de données hein, qui contient tous les contrôles laitiers, les constats d'alimentation, voilà, tout ce qu'on peut mettre en rapport entre la production d'une vache, enfin en tout cas les caractéristiques de production d'une vache et ce qu'elle a consommé. Donc c'est ça qui nous a permis et qui a permis à Oniris de travailler sur cette étude épidémiologique. Donc voilà, c'est vraiment, et je tiens à souligner aussi le soutien qu'on a eu de Fonds Casar sur cette étude, sans quoi on n'aurait pas pu la mettre en place. Donc voilà, sans plus spoiler l'étude, je vais passer la main à Maud qui va vous faire une introduction sur la luzerne dans l'alimentation des vaches laitières dans la région. Merci Honoré. Alors, je m'appelle Maud Hureau, je suis chargée d'études technico-économiques chez Ellipse. Donc, comme Honoré l'a dit, Ellipse, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le conseil en élevage, bovin, caprin, lait et viande pour le bovin. On est présent sur toute la Bretagne et également sur les Deux-Sèvres. Et donc, de par notre expertise qui est vraiment complète au niveau de l'élevage, on va au quotidien aller récolter des données chez nos éleveurs sur l'alimentation, sur la reproduction, sur les performances également, parce que notre historique de métier aussi, c'est le contrôle de performance, que ce soit en lait ou en viande. Et donc, toutes ces données nous permettent d'avoir une base de données qui soit vraiment très riche et qui permettent de bénéficier à nos éleveurs et de bénéficier également à d'autres entreprises pour l'analyse de données et l'étude de sujets bien spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on est apporteur là de données pour l'étude que Maëva va vous présenter tout à l'heure. Alors, est-ce que la zapette va être aussi... Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment la luzerne elle est utilisée dans nos élevages, l'intérêt de la luzerne dans les rations. Voilà. Et pour commencer, déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise la luzerne? Alors déjà, pour les agriculteurs, au niveau du sol, c'est un fourrage qui est très intéressant parce que comme c'est une légumineuse, elle va venir capter l'azote de l'air et le fixer dans le sol. Donc c'est une très bonne tête de rotation et donc ça va pouvoir bénéficier aux cultures suivantes. Ensuite, pour les éleveurs, ça va leur permettre d'avoir une bonne autonomie au niveau des fourrages, parce que c'est un fourrage qui présente de bons rendements, entre 10 et 12 tonnes de matière sèche à l'hectare, qu'on peut récolter en 3 à 4 coupes. Ensuite, de par le fait qu'elle soit une légumineuse, elle est très très riche en protéines, donc on est entre 18 et 20 MAT, donc en matière azotée totale. Dans les rations, en fait, ça permet de substituer une partie, en fonction de la forme qu'elle a, de substituer une partie d'autres fourrages conservés, comme l'ensilage d'herbe, par exemple, ou même voire pouvoir diminuer l'apport de concentrés azotés, comme le tourteau de soja. Et enfin, de par son apport en acides gras très spécifique, ça peut également intéresser certaines filières de l'industrie laitière, comme les laits sans OGM, par exemple, par son apport riche en oméga 3. Alors, comment est-ce que, qui déjà utilise la luzerne dans nos élevages? Donc, on avait fait une étude l'année dernière sur à peu près 4 années de données. Et donc, sur un échantillon d'à peu près 1100 éleveurs, on a 40% qui utilisent la luzerne tous les ans, et donc 60% des éleveurs qui ne l'avaient jamais utilisée. Mais dans ces 40%, on avait également, je passe, identifié 15% des utilisateurs qui sont des utilisateurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la luzerne tous les ans, et 8% vont l'utiliser en plus au moins 3 mois dans leur ration, 3 mois consécutifs. Et donc déjà, cette première analyse de données avait déjà pu permettre aussi de mettre en évidence des caractéristiques différentes
chez les éleveurs utilisateurs et non utilisateurs, parce que les non utilisateurs, on est plutôt sur une moyenne d'étable. Alors, je ne sais plus si j'ai précisé, mais c'est en bovin lait, là. On est sur une moyenne d'étable à 8170 kg à peu près pour des troupeaux de 75 vaches laitières et des moyennes d'étable, mince. On est plutôt à 8900 kg de moyenne d'étable sur les utilisateurs qui utilisent régulièrement la luzerne, avec un troupeau de 87 vaches laitières en moyenne. Alors maintenant, sous quelle forme est-ce qu'on retrouve, dans nos élevages, sous quelle forme est-ce qu'on retrouve la luzerne? Donc majoritairement sous 2 formes, qui sont représentées à peu près de manière égale. Donc la partie, l'ensilage sous forme d'enrubanage ou d'ensilage, alors c'est principalement sous forme d'enrubanage, et l'autre moitié sous forme de déshydraté. Les autres formes, foin et oui, on peut l'avoir un petit peu en vert, mais c'est vraiment très à la marge. Notamment en vert, le pâturage est compliqué sur la luzerne parce qu'il y a des risques métaboliques un peu plus importants. Voilà. Alors ensuite, l'analyse de données avait pu nous permettre aussi d'identifier 2 types de rations spécifiques. Donc, je vais parler des rations majoritaires parce que Maëva va vous parler aussi d'autres types de rations. Mais en tout cas, dans nos éleveurs, on avait 2 profils de rations à base de luzerne. Donc, un profil à base de luzerne enrubanée ou ensilée et un profil à base de luzerne déshydratée. On a des profils qui sont assez similaires parce qu'on a à peu près 70 % de maïs ensilage dans la ration. Pour ceux qui utilisent la luzerne enrubanée ensilée, elle se retrouve en moyenne, alors il y a une grande variabilité, hein, mais elle se retrouve en moyenne à 16 % dans les rations. Donc, on était aux alentours en moyenne de 2,7 kg. Et ensuite, à peu près moitié-moitié de l'herbe sous forme pâturée ou de l'herbe sous forme conservée, donc ensilée ou enrubanée. Et donc, pour la luzerne, c'est à peu près pareil. Donc, on a dit les 70 % de maïs. La luzerne est en déshydraté, utilisée dans des proportions un peu moindres. On est avec 1,8 kg de matière sèche dans la ration. On a un peu plus d'ensilage d'herbe, donc on a 12 % et à peu près la même proportion de pâturage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus des 2 tiers de ces rations à base de luzerne qui sont distribuées aux vaches laitières en automne ou en hiver. Voilà. Et donc, la première étude qu'on avait faite l'année dernière, on avait été aussi poussé voir jusque côté économique. Et donc, on avait pu mettre en évidence que chez les utilisateurs de luzerne, dans leur ration, donc on avait étudié la marge choco-alimentaire, on avait statistiquement plus de marge choco-alimentaire chez les éleveurs avec de la luzerne, donc que ce soit sous forme ensilée ou sous forme de déshydratée, que par rapport aux élevages qui sont non utilisateurs de luzerne. Donc la marge alimentaire, on la calcule par vache et par jour. En fait, on la calcule, c'est le produit lait, en fait, la quantité de lait qu'elles vont faire multiplié par le prix, etc., moins le coût alimentaire des vaches laitières. Voilà. Et donc, notre étude avait pu permettre de mettre en évidence cette différence. Donc maintenant que vous avez un bon aperçu de l'utilisation de la luzerne dans nos élevages, je vais laisser la main à Maëva qui va pouvoir vous présenter les premiers éléments de l'étude pour lesquels nous avons été apporteurs de données. Merci Maud. Vous m'entendez bien? Oui, OK. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maëva Kaya, je suis ingénieure de recherche en mathématiques appliquées, à l'UMR Bioépar, à Nantes. Donc vous pouvez vous dire: «Ingénieure en maths appli, qu'est-ce qu'elle fait là?» Moi aussi je me pose la question. Mais plus sérieusement, alors je ne sais pas si les slides vont s'afficher. Ouais, plus sérieusement, je vais vous parler en fait d'une étude qu'on mène, depuis janvier, donc avec, la luzerne, Ellipse. Ah oui. Ah parfait, merci. Donc voilà, je vais vous parler d'une étude, d'épidémiologie nutritionnelle, qu'on mène, donc avec Bioépar, Ellipse et la coopération de la luzerne, sur, l'impact de la luzerne sur la santé reproductive et productive des vaches laitières. Donc déjà, pourquoi l'épidémiologie nutritionnelle? En fait, c'est un bon complément, aux études expérimentales animales. Pourquoi? Parce que, en études expérimentales, en général, on a des échantillons qui sont assez petits, parfois quelques vaches ou quelques dizaines de vaches, alors qu'en épidémiologie nutritionnelle animale, on va avoir des centaines, voire des milliers de vaches. Heu, Grâce à ça, en fait, on a une bonne représentativité de l'échantillon en épidémiologie nutritionnelle, ce qui n'est pas le cas pour les études expérimentales. Le vrai atout
des études expérimentales animales, c'est qu'on arrive à contrôler l'environnement, ce qui fait qu'on a une mesure vraiment précise. Par exemple, en épidémiologie nutritionnelle, chez les humains, donc à l'hôpital où on a des patients qui doivent, comme tu disais Honoré avec le café, remplir des formulaires, avec des réponses qui sont assez subjectives. Donc contrairement à cette épidémiologie nutritionnelle, humaine, en animal, on a des constats d'alimentation qui sont faits mensuellement par des professionnels, on a des contrôles laitiers. Finalement, on arrive à avoir une mesure de l'exposition qui est un peu moins précise qu'en étude expérimentale, mais qui reste relativement précise. Et finalement, grâce à cette, représentativité et à cette, relative précision, on arrive à avoir en épidémiologie nutritionnelle des échelles de temps, à court terme, j'ai perdu, et à long terme, ce qui n'est pas le cas en études expérimentales où généralement c'est vraiment du court terme. Heu, donc même si Maud et Honoré ont fait une présentation, sur la luzerne, je vais rapidement passer sur pourquoi la luzerne aussi d'un point de vue scientifique. Donc voilà, j'ai fait quelques relevés, dans la littérature, scientifique. Donc c'est la culture fourragère la plus répandue au monde. On a une forte, teneur en protéines et en fibres. Elle atténue le risque, d'acidose. Comme tu disais Maud, elle fixe, l'azote atmosphérique. Et même si elle a une faible valeur énergétique, elle est largement utilisée dans les rations, des vaches laitières. Donc à partir, de ces informations sur, l'épidémiologie et la luzerne, on a fixé des objectifs. Donc on voulait être, on voulait, avoir une étude, vraiment holistique. Donc on a étudié, la production et la composition du lait, la reproduction, et comme c'est une étude en cours, on va aussi étudier l'impact de la luzerne sur la santé et l'environnement. On veut aussi, tenir compte d'un maximum de facteurs de risque, en plus de la luzerne. Donc par exemple, les spécificités de management de troupeaux, donc ça peut être, la période, d'insémination artificielle. On a aussi les spécificités de chaque vache, donc par exemple, les différentes parités, et puis aussi, tout ce qui touche à l'environnement, donc par exemple, la ration. Donc on a une très large cohorte fournie par Ellipse, puisqu'on a presque 900 000 contrôles laitiers, un peu plus de 100 000 inséminations artificielles. Donc finalement, on a 5 années de données, sur 4 départements, donc Bretagne et Pays de la Loire, avec presque 600 troupeaux et plus de 45 000 vaches Prime-Holstein. Donc c'est vraiment, une base de données très conséquente, sachant que là, ce sont voilà le résultat après un nettoyage où on avait encore plus de données. Donc avec cette base de données, on avait quand même un certain nombre de challenges, comme elle était, conséquente. Donc notamment les challenges, c'était de tenir compte du plus grand nombre de facteurs de risque possibles et de leur interaction. Et puis on avait également des variables qui étaient, non mesurées et qu'on voulait quand même, entrer dans le modèle. Donc on a vraiment, passé un temps important sur, la gestion des données. Et donc là, maintenant, on va passer sur la partie de résultats. En particulier, comment on a caractérisé l'exposition nutritionnelle à partir des 25 000 constats d'alimentation. Donc, il y avait, énormément de catégories, d'aliments. Pour simplifier, on les a regroupés en 5 catégories. La première, c'est l'ensilage de maïs. La deuxième, autre ensilage, donc par exemple herbes, luzerne, métailles. Troisième, on a fourrage conservé avec principalement de l'herbe enrubannée. Quatrième, on a fourrage vert avec du pâturage principalement. Et enfin, les concentrés avec les correcteurs azotés, d'énergie et les concentrés de production. À partir de ces groupes d'aliments, on voulait en fait, comprendre comment la luzerne interagissait avec le reste de la ration. Donc on voulait en fait représenter des rations un peu types, sauf qu'on avait un nombre incalculable de rations différentes. Donc on a pareil essayé de faire des sortes de rations stéréotypées, et on a fait ça, ah oui pardon, excusez-moi. D'abord je vous montrais la présence de la luzerne dans les différents groupes d'aliments. Et donc, on a fait des rations stéréotypées, grâce à un algorithme de non supervisé de clustering, qui, en fait, globalement, nous a fourni 6 rations types, 6 rations qu'on a montrées à Ellipse et qui nous a confirmé qu'elles étaient représentatives, en fait, du terrain. La première ration, on a donné des surnoms à chacune de ces rations.
pour pouvoir voilà, plus facilement s'y référer plus tard. La première ration, qui est la plus représentée dans la base de données, c'est donc ensilage de maïs et d'herbes. La deuxième, c'est l'ensilage de maïs. La troisième, c'est maïs et pâturage. La quatrième, c'est le pâturage. La cinquième, c'est ensilage d'herbes puis de maïs. Et enfin, la dernière, qui était la moins représentée dans la base de données, était foin et herbes enrubannées. Donc voilà, je vais vous présenter donc des premiers résultats de rendement laitier, donc en particulier pour la luzerne déshydratée. Donc ici, vous voyez en fait en ordonnée le rendement laitier et en abscisse l'apport de luzerne en kilogrammes de matière sèche. Et en fait, on a trouvé un résultat significatif de toute ration confondue, 250 grammes supplémentaires de lait produit pour tout kilogramme de luzerne, enfin tout kilogramme de matière sèche de luzerne. Voilà, et donc à droite, vous voyez plus précisément comment ce résultat se répartit en fonction des interactions avec les différentes rations. Donc globalement, la luzerne améliore donc la production laitière pour toutes les rations, donc surtout pour ensilage de maïs et d'herbes et maïs et pâturage. En revanche, pour certaines rations, donc en particulier ensilage avec majorité d'herbes et un peu de maïs, là, on a une légère dégradation de 30 grammes de moins de lait par kilogramme de luzerne. On a comparé également ces résultats à la luzerne toutes formes confondues. Donc on a également trouvé un résultat significatif, mais 5 fois moins grand qu'avec la luzerne déshydratée, donc à savoir 50 grammes de plus de lait par kilogramme de luzerne. Et on a également fait le distinguo pour les différentes rations et on retrouve les mêmes interactions qu'avec la luzerne déshydratée, mais encore une fois, des résultats moins signifiants. On a également donc étudié la reproduction, donc par exemple, l'intervalle, entre le vélage et la conception. Donc il y a un bon indicateur, de la fécondité des vaches. Donc là, en termes de fécondité, donc pour, la luzerne, toutes formes confondues, on n'a pas trouvé de résultats, significatifs. Donc là, ici, en fait, c'est exprimer la fécondité en termes de hazard ratio. En fait, quand on a un hazard ratio de 1, ça veut dire qu'on n'a pas d'effet de la luzerne. Au-dessus de 1, c'est une meilleure fécondité. En dessous de 1, c'est une moins bonne fécondité. Pour la luzerne, toutes formes confondues, en dehors des rations, on n'a pas trouvé de résultats significatifs. En revanche, quand on l'a mise en interaction avec la ration pâturage, là, on a trouvé que la luzerne améliorait la fécondité, parce qu'on a un hazard ratio de 1,10. Donc pour la luzerne déshydratée, cette fois, on a réussi à trouver un résultat significatif, mais très peu signifiant. Parce que là, en fait, on a un hazard ratio donc de 0,95, donc ça va pas trop vous parler. Mais globalement, ça veut dire que c'est vraiment, on a une légèrement moins bonne fécondité, mais en fait, ça va être, de l'ordre de la journée ou de quelques jours. Donc voilà, c'est significatif statistiquement, mais c'est peu signifiant. Et c'est pareil quand on le regarde en interaction avec, les autres rations, voilà, c'est des résultats, certains significatifs, mais très peu signifiants, y compris par exemple pour le hazard ratio où on a une meilleure fécondité avec la ration ensilage herbe-maïs. On a un hazard ratio de 1,05, donc c'est significatif, mais pareil, peu signifiant. Donc globalement, voilà, on a étudié 3 critères de production et 3 critères de reproduction. Donc comme je vous disais, pour le rendement laitier, on avait 250 grammes de plus avec la luzerne. Donc au départ, ce n'était pas forcément un résultat qu'on attendait, cette amélioration du rendement laitier. Et en fait, on postule que c'est probablement à cause de l'efficacité d'utilisation de l'azote qui permet en fait d'augmenter la production grâce à la luzerne déshydratée. Pour le taux butyreux, on a un résultat également significatif, mais très peu signifiant, c'est-à-dire qu'on a 0,14 g par kilogramme de lait en moins pour tout kilogramme de luzerne donné. Donc en fait, c'est très léger, enfin, quand on voit la référence de 41,17 g par kilogramme de lait. Mais ça reste un résultat significatif, mais voilà. Et pour le coup, pour le taux butyreux, on s'attendait à avoir une amélioration
Et on se dit que c'est peut-être dû à un effet de dilution, comme on a un plus grand rendement laitier, probablement que voilà, le taux butyreux est très légèrement diminué. Et on a également fait ça pour le taux protéique et cette fois, on n'a pas trouvé de résultats significatifs pour la luzerne déshydratée, toutes rations confondues. On a juste trouvé quelques interactions avec les rations, mais qui sont très peu, très faibles. Pour la reproduction, donc la fécondité, comme je vous avez parlé, avec des résultats très peu signifiants. Pareil pour l'intervalle entre le vélage et la première IA, où là, on a aussi un résultat donc légèrement négatif pour la luzerne, mais un hasard ratio de 0,96, donc c'est quasiment rien. Quand même une amélioration pour certaines rations, donc par exemple la ration toujours ensilage herbe et maïs. Et on a aussi regardé la probabilité d'échec à l'IA et là, on n'a pas trouvé de résultat significatif, à part une légère amélioration pour toujours cette ration ensilage herbe et maïs, avec 46 de probabilité d'échec à l'IA, donc moins que 50. Heu, donc toute forme on a aussi également fait pour toute forme confondue, avec on a toujours trouvé des effets plus faibles en fait qu'avec la luzerne déshydratée. Donc ce qui nous confirme que globalement la luzerne déshydratée a des effets plus importants que les autres formes de luzerne. Ça marche pas bien. Voilà. Et donc finalement, grâce à cette base de données très conséquente fournie par Ellipse et à l'épidémiologie nutritionnelle, on a réussi à trouver des effets, certains effets, donc pour la production, la reproduction. Et ça nous donne envie en fait de poursuivre en particulier, et c'est ce qu'on est en train de faire, en particulier pour la partie santé et environnement. Donc par exemple pour la santé, on est en train de regarder le risque de cétose, le nombre de cellules somatiques ou l'urée. Et pour l'environnement, on va en particulier se concentrer sur le méthane. Donc merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Bonjour. Bonjour. Je me posais la question sur la partie économique. Est-ce que vous avez regardé l'aspect économique de ces rations avec luzerne par rapport à des rations sans luzerne? Et la deuxième question, vous parliez des approches futures sur les applications. Est-ce que vous pensez regarder aussi la partie, alors acétose, pourquoi pas, mais surtout la partie, en fait, tout ce qui est confort ruminal et enfin structuration ruminale et derrière transit, ainsi de suite, qui va potentiellement avec un effet luzerne et un effet fibre? Alors merci pour votre question. Alors oui, l'aspect économique, c'est une des continuités qu'on envisage donc pour la suite du projet. On avait donc déjà regardé avec Honoré et Maud, on avait fait un rapide calcul. Enfin, peut-être que tu veux répondre à cette question, Honoré? Ouais, je peux répondre sur l'aspect économique. Oui. Aujourd'hui, on a des résultats, enfin, avec la base de données qu'on a, il y a pas de données économiques dans la base de données, c'est des données techniques. Après, l'idée, c'est de pouvoir faire des en fait, quand on voit les résultats là qui sont quand même assez intéressants sur la production laitière, bah, on peut, voilà, faire calculer, le gain en termes de production laitière. Éventuellement, si on s'en tient aux résultats qu'on a là, un léger manque sur le taux butyreux, mais qui est vraiment, enfin, qui est pas signifiant, 0,1 gramme. Voilà. Donc on peut faire ce calcul-là et c'est prévu, ouais, effectivement. C'est une étude qui est encore en cours, hein, qui a démarré en janvier, qui va se terminer au mois de décembre. Euh, voilà. Puis je te laisse répondre sur la partie digestive rumen. Si tu Oui, veux. ça peut-être que Nathalie, tu veux répondre parce Oui, sur, l'orientation des fermentations ruminales. Donc on va le faire en fait dans l'indicateur plutôt d'environnement en fait pour essayer de comprendre comment se fait la digestion avec, donc des marqueurs, des prédictions en fait sur les acides granulés. Ouais, c'est prévu, ce qu'on a discuté ce matin. est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas lequel était le premier. Merci.
Les résultats que vous en présentez, c'est en fonction plutôt des bases que vous avez collectées au niveau des ellipses, au niveau de l'ellipse, notamment sur les contrôles laitiers. C'est une moyenne sur tout le cycle ou en début de lactation ou fin, je ne sais pas. Alors pour le coup, c'est des valeurs qu'on a sur, tout tous les stades de lactation et voilà, c'est une des variables qui est intégrée dans le modèle justement, pour regarder, pour bien tenir compte du fait que ce soit en début de lactation, milieu de lactation ou fin de lactation. Je ne sais pas si ça répond à votre question, D'accord. Oui, ça on n'a pas regardé en particulier cet aspect, mais c'est vrai que ça pourrait être, intéressant de voir, voilà. C'est vrai que là, c'est vraiment, tout stade de lactation confondu, on obtient ce résultat, mais c'est vrai que si on regardait peut-être plus précisément, on aurait peut-être des meilleurs résultats, à certains moments, qu'à d'autres. Ouais, tout à fait. Juste pour apporter une précision, en fait, dans les collectes de données et la base de données qu'on a fournie à Maeva, les données sont des données individuelles. Donc, il y a les résultats de contrôle de performance, donc les poids de lait, le TB, le TP, la qualité du lait, etc. On a aussi des données sur les acides gras, donc comme disait Nathalie tout à l'heure, qui pourront nous permettre d'aller explorer également ces données-là, l'impact sur l'acétonémie, etc. Et ensuite, par contre, pour les données de ration, ce sont des données qui sont moyennes pour l'élevage, en fait. Quand on collecte les constats d'alimentation, c'est la donnée générale pour le troupeau. Il est possible, par exemple, que chaque vache individuellement n'ait pas exactement par exemple, la même quantité de concentré pour les débuts de lactation, par exemple, qu'on va complémenter. Mais ça, on n'a pas ce niveau de détail-là dans la base de données. Je crois qu'il y avait une autre Oui. question. Du coup, j'avais une question. Merci pour cette présentation déjà. Et j'ai été assez surprise par les résultats de fécondité où en fait, globalement, on voit pas grand-chose de l'effet de la luzerne, notamment déshydratée, pour toutes les rations en général et pour 5 des 6 types de rations que vous avez classifiés. Mais par contre, ça répond très fort au pâturage. Est-ce qu'on a une piste d'explication qui pourrait nous Ah, aider, pourquoi ça répond aussi fort sur le pâturage et ça, alors que Nathalie, pas tu chez les veux autres? Je répondre? sais pas si Non, on n'a pas vraiment de c'est piste, c'est un en peu fait. piégeux, mais Voilà, c'est ça d'habitude, je crois que c'est difficile d'obtenir des résultats en repro. Là, on a un très grand nombre de données, donc on a obtenu des résultats, significatifs. Ouais, on ne sait pas encore en fait, pourquoi ça. Mais c'est des pistes, de recherche. Je pense qu'on va se tourner vers la littérature scientifique, voilà, pour chercher les réponses là-dedans, mais je ne sais pas si on va les trouver. Ouais. Une des hypothèses, hein, enfin, faut chercher davantage, mais une des hypothèses sur le pâturage, on a une réponse, mais en pâturage, on sait très bien qu'on est généralement en excès d'azote soluble, avec des rations plutôt humides. La luzerne sous forme déshydratée va donner un peu plus de consistance sur le système digestif et mieux valoriser les nutriments, sans avoir un effet, entre guillemets, chasse d'eau, quand on est vraiment en excès d'eau et excès d'azote soluble. Mais ça pourrait être une explication, ça c'est à vérifier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, bah, on va peut-être passer à la présentation suivante. Merci beaucoup, Ouais, Maëva, pour ta merci beaucoup. présentation. Et donc, pour introduire la présentation suivante, je l'ai fait un petit peu par mon introduction. Donc, il s'agit de comprendre un petit peu l'influence. Alors, c'est une question qu'on avait, c'est des travaux qui ont été faits par la filière il y a quelques années sur les vaches laitières, et ça n'avait jamais été fait sur les petits ruminants, d'essayer de comprendre comment la luzerne dans l'alimentation pouvait en fait permettre d'améliorer la capacité de transformation du lait. Donc, c'est quelque chose qui est d'intérêt pour ceux qui transforment du lait, donc les industriels ou les producteurs fermiers. Puis voilà, je vais peut-être pas trop prendre ton intervention, Catherine. Oui, donc bonjour, je m'appelle Catherine Hurtaud, je suis chercheuse à INRAE, donc dans l'UMR Pégase. Donc c'est une unité qui est à Saint-Gilles, à côté de Rennes, et qui travaille sur vaches laitières et chèvres laitières. Donc moi, je vais vous parler de luzerne, chèvre et de fabrication fromagère.
Donc, je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, pourquoi on utilise la luzerne. Donc, on sait que les légumineuses fourragères, principalement la luzerne, ont une place de choix dans les systèmes alimentaires caprins. Donc, c'est un travail qui a été fait par Hugues Caillat en 2016. La luzerne, elle est utilisée pour de multiples raisons, pour sa productivité, sa teneur en fibres, sa capacité à être séchée et stockée et son appétence. La luzerne, sous forme déshydratée et condensée, permet de limiter fortement les reflux des tiges plus grossières parce qu'on sait que la chèvre, elle est un petit peu, fait attention à ce qu'elle mange et puis ça permet d'augmenter son ingestibilité et la production des chèvres. Donc les bénéfices, spécifiques de la luzerne déshydratée sont évoqués sur le terrain. Donc on dit: «Oui, c'est mieux, il y a des meilleurs rendements fromagers», mais il n'y avait pas de base scientifique pour justifier, ces réponses terrain. Donc l'objectif de l'essai, là, on est à toute petite échelle par rapport à ce que vient d'être présenté, donc on n'a pas beaucoup de chèvres, c'est de quantifier les effets de la luzerne déshydratée sur la composition du lait de chèvre, son aptitude fromagère et sur les fromages de chèvre de type faisselle issus de ce lait. Donc voilà, on avait 36 chèvres laitières, donc alpines, multipares, qui étaient réparties en 3 lots de 12 chèvres. Ces lots avaient été faits de façon à ce que la répartition avait été faite de façon à ce que les lots soient tout à fait homogènes et tout à fait semblables. On avait 3 traînements avec des fourrages déshydratés. Un traînement qui était un peu notre traînement témoin, donc qui s'appelait FET, où les chèvres recevaient un fourrage à base de 100 de fétuc, qui contenait à peu près 15 de MAT. Un traitement qu'on appelait mix, donc il y avait 50 de fétuc et 50 de luzerne, et là on avait à peu près 17 de MAT. Et puis un traitement luz, donc les chèvres recevaient 100 de luzerne, et là on était à peu près à 18 de MAT. En complément, elles avaient 820 grammes de matière sèche par jour de concentré à base de maïs, tourteau de soja et de minéraux. Alors on avait, on a travaillé sur, 3 périodes. Donc on avait une pré-expérience, période pendant lesquelles les vaches recevaient les vaches. Ça c'est un défaut de langage, je travaille beaucoup sur les vaches en fait. Les chèvres recevaient le régime qu'elles ont d'habitude, donc à base de foin. Et puis on a fait des prélèvements en semaine 3 et en semaine 6 après qu'elles aient reçu les trois régimes. Au cours de la semaine expérimentale, donc le mardi matin et mardi soir, on dérivait tout le lait dans des tanks spécifiques et ce lait était ensuite, apporté, dans une halle technologique pour être transformé en faisselle. Et le mercredi soir et le jeudi matin, on récupérait du lait à la traite et là, on faisait les analyses spécifiques dans notre laboratoire. Donc on a mesuré la composition du lait, donc à peu près tout ce qu'on savait faire. Et puis on a fait, ce qu'on appelle des rendements fromagers de laboratoire en frais, qui consistent à emprésurer ou à mettre de l'acide lactique dans du lait et après, par centrifugation, de mesurer le poids de caillé sur le poids de lait de départ. Donc c'est tout simple, mais c'est assez, précis comme, fabrication. Au niveau des résultats, donc pour l'ingestion totale, et de luzerne a augmenté avec la part de luzerne dans la ration. Donc on a eu une augmentation de 0,5 kg de matière sèche par jour entre, le témoin, donc fétuc et la luzerne. Et l'ingestion totale a atteint, 5,8 du poids vif, ce qui est très important, pour une chèvre. Concernant les fourrages, donc la fétuc a été, refusée. Alors ce sont les refus, était moins riche en MAT et plus riche en fibres que l'offert, donc c'est normal, la chèvre a trié, donc on retrouve, des résultats tout à fait normaux. Par contre, on a eu des résultats inverses pour la luzerne. Les refus avaient une meilleure valeur nutritive que l'offert. Donc on s'est un peu intéressé aux refus parce que ça nous a un peu perturbé, ces résultats. Quand on a regardé les refus de fétuc, ils étaient globalement constitués de particules grossières, les tiges, donc plus que dans la fétuc offerte. Par contre, les refus de luzerne étaient constitués de particules plus fines que la luzerne offerte et c'était des poussières qui étaient issues des feuilles qui étaient riches en MAT. Donc elles avaient un peu trié parce qu'il y avait un peu de poussière. Si on a regardé aussi la composition en acides gras de ces 2 fourrages, donc la fétuc était plus riche que la luzerne en C18-3N-3, donc en oméga 3, et moins riche en C18-2, donc en oméga 6. Et le ratio oméga 6 sur oméga 3 était plus faible. Et par contre, quelque chose qui nous a un peu étonnés parce qu'on ne s'attendait pas à ça, le profil en acides gras de l'offert et des refus était le même, bien qu'elles aient un peu trié dans les 2 cas. Concernant la production et la composition du lait, donc vous voyez l'évolution de la production laitière au fil du temps, donc en semaine 3 et en semaine 4, 5, 6. Alors en vert, vous avez le régime mixte, en orange la fétuc et en violet la luzerne. On voit que donc le régime mixte, les chèvres ont réagi tout de suite au régime mixte. Il y a une augmentation de la production laitière tout de suite par rapport à la fétuc
Et par contre, pour la luzerne, l'augmentation a été progressive. Elle n'a pas beaucoup évolué entre semaine 3 et semaine 4, puis elle a augmenté beaucoup en semaine 5 pour rattraper le système X en semaine 6. Concernant la composition du lait, par contre, là, on a eu quelque chose de tout à fait spécifique, c'est-à-dire que le taux butyré et le taux protéique ont augmenté linéairement avec l'apport de luzerne dès la semaine 3, si bien que pour le taux butyré, on avait une augmentation avec la luzerne de 3,9 grammes par kilogramme, ce qui est vraiment très important. Et pour le taux protéique, on avait une augmentation de 1,7 grammes par kilogramme, ce qui est également tout à fait notable. Si on s'intéresse maintenant à la composition fine du lait, donc aux caséines ou à la structure des particules, donc le diamètre des caséines ou le diamètre des globules gras, on voit que l'augmentation du taux protéique en fait, est liée à une augmentation de la teneur en caséine. Donc on a vraiment un résultat positif pour la transformation fromagère. Et si on regarde maintenant le diamètre des caséines, on voit que surtout en semaine 6, on a des caséines plus grosses avec la luzerne qu'avec les autres fourrages. Concernant le diamètre des globules gras, il est également un peu plus gros, mais on a un diamètre qui est assez peu différent de celui qui est obtenu avec la fétuque. Si on s'intéresse maintenant aux paramètres donc, de rendement fromager, donc je vous ai expliqué, c'est un test tout simple, mais qui est tout à fait lié à un rendement fromager réel. On constate que le rendement frais, donc, qui correspond pratiquement à un fromage frais fait avec du lait de chèvre, on a un rendement frais significativement plus élevé avec la luzerne en semaine 6. On a plus 1,8 points entre fête et luz, et ça correspond à peu près à une augmentation de 10% au niveau du fromage. Et bon, cette augmentation, bien évidemment, est associée à un taux de matière utile plus élevé. Vous avez vu qu'on avait plus de matière grasse, plus de protéines. Et ben, elles ont été récupérées dans le fromage, donc on a eu plus de fromage. Sinon, sur le rendement fromager lactique, on n'a pas eu d'écart. Et puis, on n'a pas eu d'écart non plus sur les autres paramètres. Concernant les faisselles et l'analyse sensorielle, alors les faisselles, pour réaliser ces faisselles, on avait réalisé des petits lots, c'est-à-dire que chaque lot avait été divisé en 2 et on a réalisé des faisselles à partir de ces petits lots. Le problème, c'est que le nombre d'échantillons était trop faible, donc on n'a pas pu faire d'analyse statistique sur la fabrication de faisselles. Et l'analyse des données brutes a plutôt mis en évidence un effet semaine plutôt qu'un effet traitement. On a quand même réalisé de l'analyse sensorielle. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec la luzerne, on avait des faisselles avec une persistance globale en bouche plus importante, probablement liée à une saveur acide. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que les notes attribuées étaient relativement faibles et aucune note n'a dépassé 6, ce qui fait qu'on ne peut pas discriminer des produits avec des notes si faibles. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le remplacement de la fétuque déshydratée par de la luzerne déshydratée dans l'alimentation des chèvres a permis une amélioration de la composition du lait. Et on voit que cette amélioration, elle est linéaire avec la part de luzerne dans la ration. Et puis, on a surtout eu une augmentation de l'ordre de 10% du rendement fromager en frais. Le régime mixte a eu des effets intermédiaires, donc c'est un bon compromis. Et donc, on pourrait penser que tout cela permettrait une meilleure rémunération des éleveurs, puisqu'on a plus de lait, des taux plus élevés. Et donc, c'est quand même intéressant. En parallèle, ce que j'ai vu, je vous ai montré au début, les chèvres ont ingéré plus de luzerne déshydratée que de fétuque déshydratée. Donc, il faudrait faire un calcul économique pour voir si effectivement le lait qui est gagné en plus compense le coût économique de la luzerne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions. Alors, ce travail a été réalisé en collaboration avec mon collègue Rémi Delagarde, qui est spécialiste de l'alimentation des chèvres. Donc, la partie alimentation des chèvres, malheureusement, il n'est pas là pour vous répondre, mais c'est son domaine. Moi, je suis plus sur la qualité du lait. Je me posais juste une question. Donc, vous avez travaillé sur les fromages frais. Quelle extrapolation on peut avoir sur des fromages non frais, pressés ou autres, sur le rendement fromager et sur la qualité de séchage et l'égouttage de ces produits-là? Alors, on avait regardé un peu le rendement fromager en matière sèche. On a vu qu'on avait moins d'écart puisque effectivement l'eau est retenue. Mais la fabrication fromagère qu'on a réalisée, donc qui était des faisselles, je trouve qu'elle n'était pas, enfin, pour moi, c'était pas le modèle idéal, mais
pis-aller, on avait prévu de faire des bûchettes, mais notre partenaire n'a pas réussi à faire de bûchettes, donc on s'est replié sur des faisselles, mais c'est quand même un produit qui garde beaucoup, beaucoup d'eau et qui est pas je trouve que c'est pas le meilleur modèle, mais bon, on a fait comme on pouvait. C'était pas lié à à nous, quoi. Voilà. Disons que c'était, sur les faisselles, c'était très humide. Les romans fromagers que moi j'ai réalisés par centrifugation, là, le gel qu'on obtient, il est quand même assez compact et assez peu riche en eau. Là, j'ai eu une augmentation des 10. Après, si on rapporte à la matière sèche, on voit que ça gomme un peu les différences, mais ce culot, en fait, de centrifugation était quand même assez dense et je pense assez représentatif de ce que peut être un fromage de chèvre. Alors, je dirais peut-être pas tout à fait frais, mais semi-frais. Après sec, là, je n'ai pas été jusque-là. Merci Catherine pour ta question. Je me suis enfin, c'est quand même assez étonnant la différence de quantité de matière sèche ingérée là. Ça veut dire que la fétuque était pas bonne ou que le enfin, Alors là, non, je pense que là, c'est un effet vraiment luzerne, elles ont vraiment mangé beaucoup plus de luzerne. C'était assez surprenant. Alors elles avaient eu le régime qu'elles avaient avant, d'avoir le fétuque ou luzerne était assez, je dirais assez grossier. C'était un foin d'assez mauvaise qualité, donc si je vous ai pas montré l'après-expérience, mais là, il y a vraiment eu, c'est là que s'est fait l'augmentation très importante pour les 3 fourrages et elle a été d'autant plus importante avec la luzerne, mais je pense que c'est une histoire d'appétence, hein. La luzerne est très appétante pour les chèvres et elle la mangeait vraiment très bien, quoi. D'autant plus que la fétuque qui était offerte était de très bonne qualité, Ah oui, justement. ouais, ouais, c'est Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, merci beaucoup de votre participation à cette conférence. Merci beaucoup à nos 3 intervenantes et puis pour tout le travail qui est réalisé sur ces études. Et puis voilà, on se tient à votre disposition pour toute question ou tout renseignement complémentaire. Voilà, on est joignable assez facilement dans cette grande maison qui est la coopération agricole. Donc merci beaucoup et bon salon.